Bonjour Benjamin Griveaux. Bonjour Elisabeth Martichoux. On sent que le match va commencer, on va en parler. Mais précisément, encore des manifestations. Une manifestation hier à Paris, il y en aura d'autres la semaine prochaine contre la réforme des retraites. Les Parisiens sont quand même à un degré d'épuisement assez avancé. Or vous, qui vous présentez comme le candidat macroniste chimiquement pur, est-ce qu'il n'y aura pas un coup politique pour votre résultat au soir du premier tour le 15 mars à Paris ? D'abord, il y a eu des manifestations, effectivement, hier, dans tout le pays et à Paris. Et Paris, les Parisiens, les Franciliens sont particulièrement touchés par les manifestations et les grèves nombreuses depuis le 5 décembre dernier, par les perturbations très importantes dans les transports, même si la situation ce matin s'améliore petit à petit. Je pense en particulier, moi, aux commerçants parisiens, aux restaurateurs parisiens qui ont perdu beaucoup de chiffres. Et le mois de décembre, c'est un mois très important. Ça fait 2 mois de décembre d'affilée compliqués. Est-ce que tout cela aura un impact ? Écoutez, je ne le sais pas. Mais ce dont je suis certain, c'est que les Parisiens, lorsque je leur ferai les propositions qui sont les miennes pour améliorer leur quotidien, je présenterai un projet complet au début du mois de février, mais j'ai déjà égrené quelques mesures, ils pourront se dire... Voilà, on n'est peut-être pas d'accord avec tout ce qui est proposé, mais on a une certitude, c'est qu'il le fera. C'est que les promesses ne resteront pas lettres mortes. La réforme des retraites... Pourquoi ils en auraient cette certitude ? Parce que la réforme des retraites qui est en débat, qui est le sujet central de la vie politique nationale depuis maintenant de nombreuses semaines, nous l'avions annoncé dans le cadre de l'élection présidentielle et dans le cadre du projet législatif que nous avions défendu, un système universel, à points, une fusion des régimes, et bref, au fond, aller vers un nouveau modèle social pour assurer une retraite aux générations qui viennent. Ça n'était pas un projet caché, nous n'avons rien dissimulé, nous avons annoncé que nous le ferions. Et je trouve que lorsqu'on rentre dans un moment électoral, dans une élection, il est important de pouvoir se dire ce qui a été promis par ce candidat dans une autre élection, il a été honnête. Donc, il a été sincère. Façon, ça sert votre crédibilité. Vous dites en tout cas, quand je regarde, peut être perçu comme un entêtement d'Emmanuel Macron, alors une constance par ceux qui le soutiennent, effectivement un respect de ses promesses, etc. Ça va de ce point de vue-là vous servir. Ce dont je suis certain, c'est que la réforme des retraites, qui depuis 30 ans est repoussée dans notre pays, par manque de courage politique, par manque de constance, par manque de solidité parfois, et au fond... Parce qu'on n'avait jamais vraiment mis ces débats-là dans l'élection présidentielle. On a toujours escamoté ce sujet et puis on a essayé pendant les mandats en cours de le mettre sur la table. Là, on a tout mis sur la table. Ce que je dis aussi, c'est que aux électeurs parisiens, regardez le programme d'Anne Hidalgo de 2014. Regardez les promesses non tenues. Elle peut aujourd'hui présenter des visuels formidables avec des arbres partout pour les nouvelles portes de Paris, comme elle les appelle. C'était les mêmes visuels en 2014. Regardez la promesse qu'elle avait faite toute simple, supprimer les bus de tourisme à diesel. C'était dans son programme de 2014. Ils ont augmenté le nombre entre 2014 et 2020. Donc, c'est important dans une élection que lorsqu'on s'y engage, la parole de celui ou de celle qui propose un projet à la population ait été auparavant créditée. C'est important ce que vous dites, mais juste encore un petit mot, parce que vous nous présentez le verre à moitié plein. C'est bien d'être optimiste, mais la réalité aussi, et vous le savez, c'est qu'il y a une colère contre Emmanuel Macron dans le pays. Et cette colère, elle peut jouer, elle peut encore une fois avoir un coup politique au municipal. Vous pouvez le redouter tout de même. Et la peur n'évite pas le danger. Et puis, moi je crois à l'intelligence collective et à l'intelligence citoyenne. C'est une élection municipale. On va parler sécurité, on va parler propreté, on va parler transport, logement, écologie, quotidien, école, garde d'enfants. Bon, ces sujets-là sont les sujets du maire de Paris, pas les sujets du président de la République. Et donc, les Parisiens, les citoyens français, quelle que soit la ville, le village, la petite commune où ils habitent, ils vont voter pour le maire, pour celles et ceux qui s'occupent d'eux au quotidien, qui sont auprès d'eux, et pas pour des questions nationales. Je ne le crois pas. Je crois à cette intelligence de nos concitoyens. Anne Hidalgo, précisément, qu'on soit d'accord ou pas avec elle, vous dites qu'elle n'a pas tenu ses promesses. Elle a une image forte de volontarisme écologique. On va dire que c'est son identité politique aujourd'hui à Paris. Et elle a commencé sa campagne, elle l'a annoncé il y a une semaine. C'est même son axe fort. Vous, si vous deviez résumer, votre axe fort, votre identité politique, on peine à la voir, c'est quoi ? C'est le combat pour les classes moyennes qu'elle a abandonné, pour les quartiers populaires qui ont été délaissés, pour une ville qui n'est pas artificielle, intellectualisée, mais qui est bien réelle pour des milliers de Parisiens. C'est une identité lisible quand on est candidat à Paris ? D'être le candidat de celles et ceux qui travaillent à Paris et qui aimeraient pouvoir rester et y vivre, d'être le candidat de celles et ceux qui, par milliers, ont quitté Paris sous le mandat de Bertrand Delanoë,
Paris avait gagné 60 000 habitants. Sous le mandat de Mme Hidalgo, Paris a perdu 60 000 habitants. Pourquoi ? Parce que les gens qui travaillent ici, qui sont le fleuriste en bas de la rue, le restaurateur, l'infirmier à la PHP, le professeur, le policier, n'ont plus les moyens de vivre à Paris. Celles et ceux qui font vivre cette ville n'ont pas les moyens d'y vivre. C'est ça mon combat. Et ça ne met pas de côté l'urgence climatique, ça ne met pas de côté l'urgence sur la question des transports, des nouvelles mobilités. Mais à la fin des fins, moi je ne veux pas bâtir une ville autour, au fond, de gens qui sont, pour les uns, dans le parc social, et il fallait le développer. Pour les autres qui ont les moyens, et tant mieux pour eux d'être dans le marché libre de l'immobilier, et les touristes. Alors elle et on oublie le cœur vivant de Paris, ces classes moyennes. En matière, par exemple, de logement, elle revendique d'avoir été un maire très engagé, très allant sur le logement social. Et elle a effectivement augmenté le taux de logement social, dit-elle, pour les Parisiens les moins aisés et les classes moyennes. Mais les classes moyennes, de quoi parle-t-on ? Manifestement, elle ignore les seuils pour accéder au logement social. Lorsque vous êtes célibataire, au-dessus de 2300 €, vous n'avez plus accès au logement social. Les classes moyennes, ça ? Donc ça n'est pas les classes moyennes. En dessous de 2300 € à Paris, où vit-elle, Madame Hidalgo ? A-t-elle conscience du coût de la vie lorsqu'on engouffre la moitié Le reproche qu'on entend tout le temps sur les politiques, ils sont déconnectés, etc. Vous le faites à Anne Hidalgo ? Oui, parce que je crois profondément que lorsqu'on considère que vous perdez 10 000 habitants par an, que vous engouffrez la moitié de vos revenus dans votre logement, que ce soit dans un loyer ou dans un remboursement d'emprunt, pour celles et ceux qui ont eu les moyens d'accéder à l'emprunt et de devenir propriétaires, et qu'on ne considère pas que c'est la priorité des priorités, le sujet numéro 1 des Parisiens, oui, je crois qu'on est assez déconnecté. Quand on considère que, au fond, la propreté, il suffit de rajouter 500 millions € pour régler le problème. Pardon de le dire. Elle dit, je vais doubler le budget de la propreté. Vous savez ce qui choque les Parisiens ? C'est 500 millions à mettre 1 milliard. C'est pas ça la solution ? Solution en France, et c'est la signature de la maire socialiste de Paris. Voilà, il y a un problème, on va dépenser plus d'argent, il n'y aura plus de problème. Écoutez, on dépense tellement d'argent à Paris que normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. C'est 9 milliards par an qui sont dépensés à Paris, chaque année. Les Parisiens n'en ont pas pour leur argent. Quand on met... Moi, les Parisiens, vous savez ce qu'ils m'ont dit ? Elle n'augmente pas les impôts. Elle augmente tous les tarifs. Allons, c'est de la fiscalité indirecte. Elle a augmenté d'1 milliard les tarifs dans le mandat. Donc, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. C'est pas vrai. Là encore, on nous raconte des histoires. Moi, ce qui choque les Parisiens, ils m'ont dit, mais il y a 500 millions € mis sur la propreté aujourd'hui à Paris. Mais à quoi ils servent ces 500 millions €? Honnêtement, est-ce qu'on a pensé à réorganiser les services ? Est-ce que, quand je vois encore aujourd'hui que le matériel utilisé pour nettoyer les rues de Paris sont des balais avec des poêles plastiques dans la ville la plus écologique du monde, soi-disant, à nouveau, ce sont des effets d'annonce. L'argent ne règle pas tout. C'est aussi en donnant plus de pouvoir aux maires d'arrondissement sur la propreté, sur la voirie, sur les espaces verts. Donc, il faut décentraliser à l'échelle parisienne ce type de compétences. Tout décider toute seule dans son bureau. Parce que quand on est maire d'un arrondissement qui fait 100 000, 150 000, 200 000 habitants, on est maire d'une grande ville. Et donc, on a ces moyens-là. Il y a un paradoxe, Anne Hidalgo, vous le connaissez, elle est très critiquée, elle est très clivante, on l'aime, on aime la détester, on la déteste tout court, etc. Et pourtant, on dit toujours qu'elle est l'ultra favorite. Comment vous l'expliquez ? Alors, vous savez, moi, j'écoute assez peu ce qui se dit dans les dîners en ville. En revanche, j'écoute ce que me disent les gens dans la rue. Ça a peut-être plus de valeur. Et donc, dans les dîners en ville, elle est... Mais elle va gagner. Mais dans la presse et les dîners en ville, elle est ultra favorite. Tant mieux pour elle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de m'adresser aux Parisiens. C'est ce qu'on va en faire avec les équipes qu'on a constituées. J'ai 3 maires sortantes qui ont été, pour 2 d'entre elles, dans l'opposition et pour l'une d'entre elles, dans la majorité. Et qui disent, on ne peut plus continuer comme ça. Il faut un changement dans la gouvernance, dans la méthode, dans les manières de faire. Parce que vous pouvez faire les plus belles déclarations du monde, les meilleures déclarations d'intention, les plus beaux projets sur le papier, avec des images de synthèse. Vous n'êtes pas dans le réel et dans le quotidien des Parisiens. C'est ça, être maire. Être maire, c'est faire. Ça n'est pas passer son temps à dire. On verra. Il reste encore une fois moins de 2 mois maintenant avant le premier tour. Vous avez annoncé hier, Benjamin Griveaux, le retour de la semaine à 4 jours dans les écoles à Paris, puisque c'était une des villes qui n'avait pas encore fait ce retour en arrière, puisqu'on se souvient que c'était les socialistes, Vincent Payon, qui avait imposé... Et que de grands maires socialistes ont abandonné cette semaine de 4 jours et demi pour revenir à 4 jours, comme Martine Aubry à Lille, par exemple. Et oui, elle ne voulait pas, mais elle a fait un référendum et elle a dû s'y soumettre d'une certaine façon. Pourquoi 4 jours, sachant que les Parisiens, les jeunes Parisiens, ont beaucoup de mal à faire garder les enfants. Voilà, vous leur remettez leurs enfants le mercredi. Pas du tout.
Et c'est justement pas par la question des chronobiologistes qui s'écharpent dans des débats sans fin, savoir si les enfants apprennent mieux le matin, l'après-midi, à l'heure du déjeuner ou autre. Moi, je suis rentré dans la question, d'abord, je suis parent d'élèves, j'ai 2 enfants qui sont à l'école, et donc je vis les rythmes périscolaires, et donc le mardi et le vendredi, de 15h à 16h30, mes enfants font des choses parfois intéressantes, le plus souvent, ils ont même du mal à expliquer ce qu'ils font. Bon. La semaine, le retour à 4 jours ne change rien pour les parents en termes d'horaire. Les enfants continueront à être à l'école, sous l'autorité de l'éducation nationale, c'est mardi et c'est vendredi, de 15h à 16h30. Et après, on a les ateliers bleus, les classes surveillées, etc., qui continuent jusqu'à 18h30. Donc ça ne change rien. Le mercredi, qu'est-ce que... Le lundi, mardi, jeudi, vendredi, rien. Aucun changement pour les parents et pour les familles. Le mercredi, ça va changer pour les il y a une offre, il y a une offre facultative. Mais moi, je la mets sur la table. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le sujet. On peut avoir une demi-journée ou une journée complète, selon les souhaits des parents, où on va sortir les enfants de l'école. Et on va les envoyer faire de la permaculture en Seine-et-Marne, découvrir la forêt de Fontainebleau, l'écosystème du bois de Vincennes, aller à Giverny découvrir les impressionnistes. Tous les mercredis. Au moins 2 mercredis par mois. Sortir de Paris, mettre les petits Parisiens dans la nature, à l'extérieur, leur faire découvrir l'incroyable richesse du capital agricole de l'Île-de-France, du capital culturel, les forteresses de Provins, le château de Fontainebleau, etc., etc. Et les mettre les 2 autres mercredis dans Paris, leur faire découvrir là à nouveau des choses. Il y a des serres à Paris. On fait de l'agriculture urbaine. C'est pas pour quelques bobos intellectuels, autant que les écoles puissent s'emparer de ces projets. Ce sera gratuit. Ce sera gratuit pour les parents. J'y viens. Oui. Les théâtres, nos musées municipaux, qui ne sont pas suffisamment valorisés. On a ce patrimoine en hyper proximité. Je veux, moi, que les enfants de Paris se réapproprient la ville. Ce ne sera pas une journée en classe, ce sera une journée extérieure. Ce ne sera pas une journée en classe, ce sera un mercredi au vert. Paris. Et dites-moi, 1, c'est gratuit. 2, alors il faut mettre des cars, il faut des encadrants, etc. Alors, comment vous faites? D'abord, on va travailler. Ce projet, il n'est pas... Je ne me suis pas levé un matin en disant, tiens, on va supprimer et on va revenir à 4 jours. D'abord, il y a eu un travail de longue haleine qui a été réalisé depuis 1 an. Par le Conseil de l'éducation que j'ai mis en place récemment, dès la rentrée du mois de septembre, qui a été piloté par Carole Diamant, qui est une enseignante, et qui va travailler dans l'année qui vient. C'est-à-dire qu'à la rentrée 2020, on ne change rien. C'est à la rentrée 2021. Parce que pendant 1 an, je vais mettre tout le monde autour de la table. La communauté éducative, on va faire les états généraux de l'enfance. Et regarder avec les enseignants, le monde associatif, le monde culturel, le monde sportif, comment est-ce qu'on fait de ce mercredi pour les enfants un mercredi à part. C'est important de débattre des enfants. C'est la génération qui vient. Moi, je me suis engagé en politique pour la génération qui vient. Ce ne sont pas eux qui votent à Paris. Alors, les profs, ils vont être certains vont être très contents parce qu'ils veulent ce retour de 4 jours. Mais ils ne votent pas pour vous, naturellement. Mais je ne sais pas. Et par ailleurs, les jeunes parents, ils sont quand même assez séduits par la politique écolo, environnementale. Vous assénez des vérités, Elisabeth Martichoux. Les profs n'aiment pas, les jeunes parents aiment bien Madame Hidalgo. Ça n'est pas mon problème. Moi, mon sujet, c'est de proposer des choses pour les enfants, pour la génération qui vient. Et j'assume de jouer la prochaine génération plutôt que la prochaine élection, parce que j'en ai assez d'avoir un maire de Paris qui a les yeux rivés sur la prochaine élection et sur une clientèle électorale. Les Parisiens ne sont pas des clients, ce n'est pas des parts de marché qu'on se répartit. C'est important, cela, parce que c'est ça qui fait aussi la sincérité de quelqu'un qui s'engage dans une élection. Une campagne sous le signe de la petite enfance et de l'enfance et de l'éducation, vous y reviendrez. Les déçus de Anne Hidalgo, néanmoins, ils mettent surtout en cause sa politique transport. Vous les entendez, si vous me dites que... Propreté et sécurité sont les 2 premiers sujets. Ils attendent un changement de pied sur la politique de transport, parfois même un retour en arrière. Certains doivent vous demander de rouvrir les quais. Bon, vous leur promettez quoi? Je ne suis pas le candidat du retour en arrière sur ce sujet. Ils me caricaturent bien volontiers, les adjoints de Madame Hidalgo, comme le candidat de la bagnole, et ils sont très ennuyés parce qu'ils se rendent compte que dans les propositions que je formule, je ne suis pas la caricature qu'ils aimeraient que je sois. Je ne rouvrirai pas les voies sur berge, j'ai eu l'occasion de le dire à maintes reprises. C'était un bon objectif, je conteste la méthode avec laquelle la maire de Paris a fait ça, seule dans son coin, sans prévenir personne, sans réfléchir à la solution des transports sur les quais hauts, sans augmenter, par exemple, et demander en travaillant main dans la main avec la région, avec Valérie Pécresse, le cadencement des bus. Parce que quand vous supprimez des voiries en bas, eh bien, il faut que les voiries en haut soient plus fluides et permettre, par exemple, je veux dire, le plus grand échec sur les transports de Madame Hidalgo dans le mandat, c'est quoi? Que les bus aient divisé leur vitesse commerciale par 2. Ils roulaient à 12 km/h, ils sont à 6 km/h. C'est pas moi qui le dis, c'est Île-de-France Mobilité. Ouais. Et donc, quand les bus, qui sont les moyens écolos, pratiques, qui coûtent pas cher et qui rendent service à des milliers, des dizaines de milliers de Parisiens par jour, retrouver
que les couloirs de bus, aujourd'hui, permettent à nos bus de retrouver leur vitesse commerciale de 2014, parce que ça va désengorger le métro. Il faut moins de voitures, alors. Transport en commun. D'abord, les transports en commun. On n'est pas... on est souvent caricaturés comme les candidats de la voiture. Très bien. Bon, grand bien leur face. Ils sont dans la caricature permanente, tant mieux pour eux. Moi, ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est de dire comment est-ce que les bus retrouvent une vitesse commerciale normale. Comment est-ce que les bus de tourisme ne rentrent plus dans Paris, parce qu'à 2000 bus par jour dans Paris de tourisme, ça crée des embouteillages pas possibles. Mais vous avez la main là-dessus ? Vous avez la main là-dessus ? Mais Rome a réussi à interdire les bus de tourisme à l'intérieur de Rome. Évidemment que le maire de Paris... À partir du moment où vous travaillez avec la Fédération des transports de voyageurs, en disant voilà, comment on fait ? On se donne 3 ans pour réussir à ce que ces bus-là ne rentrent plus dans Paris parce qu'ils embouteillent partout. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour que les parkings relais dont on a tant parlé, ça marche un parking relais à une condition, c'est que le cadencement des bus, quand vous posez votre voiture, il soit bon, ou que ce soit en proximité d'un métro. C'est la région avec laquelle vous devez travailler, là. Bien sûr, mais enfin, le vice-président de Île-de-France Mobilité, qui est l'autorité régionale, c'est qui ? C'est l'adjoint au transport de Mme Hidalgo, M. Najdowski. Pourquoi il siège rarement ? Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas peser de tout son poids ? La ville de Paris donne 400 millions d'euros par an, et c'est normal à Île-de-France Mobilité, mais on a notre mot à dire. Pourquoi est-ce qu'on n'accélère pas l'automatisation des lignes de métro à Paris, qui aurait rendu tant de services pendant la période qu'on vient de vivre et que les Parisiens ont subi depuis des semaines ? Voilà aussi le rôle du maire de Paris, mais pour ça, il faut être partenarial. Travailler avec la région et ne pas renvoyer en permanence la faute, la responsabilité à l'État, au préfet, à la région. Voilà, être maire de Paris, c'est travailler avec tout le monde, être ouvert. Travailler avec tout le monde, y compris éventuellement avec Cédric Villani. J'en parle parce que vous tendez toujours votre main à l'autre candidat. J'aime pas cette image de main tendue. Vous l'aimez pas ? J'aime les mains qui se serrent plutôt que les mains qui se tendent. Et donc, je lui ai fait des propositions à maintes reprises. Est-ce que son désistement... Voilà, les yeux dans les yeux, dites-le-moi. Est-ce qu'il est vraisemblable avant le premier tour ? C'est à lui qu'il faut poser la question. Moi, vous savez, je continue le travail que j'ai engagé depuis le 10 juillet. Et je note que des personnalités issues de sensibilités différentes, engagées pour Paris, pour beaucoup d'entre eux depuis longtemps, me rejoignent. C'était le cas hier de Pierre-Yves Bournazel. C'est important, le candidat de centre-droit. C'est très important, je vais vous dire, parce que d'abord, ce qui s'est passé hier, Pierre-Yves, il est engagé depuis 11 ans dans le 18e arrondissement. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé. C'est quelqu'un de méticuleux, de sérieux, qui, quand il fait des propositions, ne fait pas des propositions hors sol, mais il part du terrain. On a travaillé sur le fond. On est d'accord pour, par exemple, mettre un terme à la bétonisation de Paris. La maire de Paris, elle a bétonné et bitumé cette ville. Le projet Bercy-Charenton, nous le reverrons. Le TEP-Ménilmontant, j'arrêterai le projet. Je ne le suspendrai pas, je l'arrêterai. Nous reverrons le projet Saint-Vincent-de-Paul. Elle a une image verte qui ne correspond pas à sa politique. Mais regardez les places qu'elle a livrées. Les places plus minérales, la place de la Bastille, vous n'avez pas un arbre. La place de la République, très franchement. Donc, il y a les paroles, les visuels qu'on présente en campagne, et puis il y a les réalisations. Et donc, voilà, nous, on sera sur le terrain, on écoute ce que nous disent les Parisiens, et ils nous disent qu'ils n'ont pas été suffisamment écoutés et qu'on a bétonné la ville. Eh bien, moi, mon grand projet, il ne sera pas fait de béton, ce sera un projet végétal et j'aurai l'occasion de le présenter au début du mois de février. Quand Marlène Schiappa vous a rallié, ainsi que Stanislas Guerini d'ailleurs, le patron du parti, peut-être d'autres, on parle d'Agnès Buzyn. Bon, on a écrit, on a dit il faut sauver le soldat Griveaux, ça vous a froissé ? C'est amusant parce que lorsque il n'était pas encore dans la campagne, j'étais seul et lorsqu'ils me rejoignent, c'est qu'ils viennent me sauver. Donc, vous voyez, moi, je vois le verre à moitié plein, c'est mon côté optimiste parce que j'ai envie de remettre un peu de joie et un peu d'envie dans la vie politique parisienne et en finir avec la morosité. Dans la vie politique nationale, on a parlé de 2022 déjà hier, Benjamin Griveaux, avec par exemple Ségolène Royal qui se dit prête au cas où, alors vous la connaissez, elle ne va pas lâcher. C'est habile de la part de la Macronie de l'avoir mise sur son dos de certaine façon. Elle va... Je ne vais pas commenter les déclarations à 2 ans d'une élection. Les Français, vous savez, je crois qu'ils en ont assez de ces politiques qui en permanence s'interrogent sur la prochaine élection. Ils veulent qu'on s'occupe du quotidien, qu'on s'occupe d'eux. Je crois que le pays n'est pas à l'élection 2022 de savoir si Mme Royal ou Mme Le Pen ou que sais-je seront candidates ou pas. Ce n'est pas le sujet. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on règle leurs problèmes. C'est qu'ils retrouvent confiance pour que leurs enfants vivent mieux qu'eux. Moi, c'est le combat dans lequel je m'engage. Et c'est, au fond, le sens de mon engagement politique depuis le premier jour, qu'il soit national ou désormais municipal à Paris. Merci Benjamin Griveaux d'avoir été ce matin sur le plateau de LCI. C'est à vous, Pascal.